Bonjour à tous. Je vais commencer le début de cette conférence en français, mais nous allons vite basculer en espagnol. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne parlent pas l'espagnol, je le répète, vous avez la possibilité de suivre cette conférence en français. Nous avons deux interprètes à notre disposition qui vont se charger de faire la traduction. Alors, pour ce faire, vous avez un message dans le chat qui vous explique comment activer le service d'interprétation simultanée. Il vous faut cliquer sur l'icône du globe terrestre situé en bas de l'écran et vous choisissez la langue. Et marquez l'option pour couper le son original, c'est certainement la meilleure option, comme ça vous n'entendrez pas le son original, mais seulement les interprètes. Voilà. Y ahora voy entonces a hablar en español. Et maintenant, je vais parler en espagnol. Pour les Espagnols, eh bien, ils vont pouvoir suivre cette conférence sans interprétation puisqu'elle se tient en espagnol. Et les autres peuvent activer la fonction interprétation en allant en bas, choisir la langue française avec le petit globe où c'est indiqué interprétation. Nous sommes ravis de pouvoir commencer donc cette conférence que nous avons appelée Mobilité durable, un challenge pour l'urbanisation du futur. Je travaille dans le département d'internalisation d'IMT des mines, dans une école d'ingénierie dans le sud-ouest de la France, à Albi. Et nous avons l'habitude d'organiser des conférences internationales pour nos étudiants et également pour nos partenaires internationaux. Ce que nous souhaitons faire avec ces conférences, c'est pouvoir donner à connaître es dar a conocer asuntos internacionales, des projets internationaux à notre communauté académique, mais également à nos étudiants. Pour cela, nous avons organisé cette conférence dans le cadre de la Semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes. En el marco de ese evento, et dans le cadre de cet événement, nous souhaitons parler d'industrie, de responsabilité sociale, d'innovation, avec un cas d'école très particulier qui s'est déroulé dans la ville de Medellín, qui est la deuxième plus grande ville de Colombie et qui a environ 3 500 000 habitants et qui a été un des villes les plus dangereuses du monde dans les années 90. Cette ville a connu une grande croissance, une grande démographie dans les années 80, 90 et dans les débuts de 2000. Pour cela, en dehors de cela, il y avait beaucoup de problèmes en Colombie avec et la ville de Medellín a grandi de manière exponentielle, avec des quartiers qui se sont créés sans avoir accès à des services publics. Ils ont été donc au centre de beaucoup de problèmes au sein de la ville. Le cas dont nous souhaitons parler aujourd'hui, eh bien, c'est le téléphérique. C'est une innovation qui a été utilisée dans les pays en général du Nord, les pays où il y a de la neige, pour un usage récréatif. Et ce cas-ci est un cas un peu particulier puisque il a été décidé d'incorporer un système de périphérique au système de transport en commun. Et pour nous parler de cela, nous avons invité Olga Luz Camarilla, qui est coordinateur du département de gestion sociale, environnementale, humaine de POMA, POMA d'ailleurs, qui est une entreprise française et qui a travaillé conjointement pour ce projet qui s'est initié en 2013. Nous avons découvert ce système de transport par câble. C'était un système encore jeune et qui s'était implanté dans la ville de Toulouse, mais dans le cas de Medellín, eh bien, c'est quelque chose de totalement différent. Je vais maintenant partager mon écran pour qu'il
pour que Olga puisse faire sa présentation. De pronto, voy a recordar cómo funciona. Je vais vous rappeler comment les usages de la conférence. Ça va s'organiser de cette façon-là. La première partie dédiée à la présentation d'Olga. Et ensuite, bien sûr, vous aurez la possibilité d'intervenir avec vos commentaires et vos questions. Merci beaucoup, Alexis. Merci aux personnes qui nous accompagnent. J'ai partagé mon écran pour pouvoir partager ma présentation sur le thème qui nous réunit aujourd'hui. Nous allons donc parler de mobilité durable et d'urbanisme social. Ce sont deux éléments qui nous ont fait réfléchir sur ce que signifie la transformation sociale, le rôle de chacun des acteurs urbains dans un moment charnière pour changer de paradigme et pour transformer une réalité urbaine en une réalité sociale. Avec Poma, qui est donc une entreprise française, eh bien, elle a été présente dans un moment stratégique pour une ville comme celle de Medellín. Et voilà, elle était présente dans un échange qu'on pourrait appeler commercial, mais également interculturel, avec une notion d'apprentissage mutuel entre la Colombie et la France. Poma, pour vous la présenter, est une entreprise leader au niveau mondial dans les systèmes de transport par câble. Et cette entreprise, c'est un groupe en réalité qui contient 5 entreprises et qui a développé toute la transportation par système de câble. L'entreprise est née en 1936. Actuellement, elle est présente dans 90 pays et a établi plus de 8000 systèmes par câble installés par 20 filiales et possède 1575 employés. Les systèmes de transport par câble, regardez, on les trouve dans plusieurs cadres de tourisme et de divertissement. Les systèmes de transport pour des projets de construction spécifiques, des systèmes pour du matériel et pour également produire de l'énergie éolienne. Et également pour et évidemment ce nouveau système de transport urbain et qui a été installé pour la première fois à Medellín. Donc, on part d'un univers neigeux à un système urbain. Pour vous resituer un peu le contexte de 2003, voilà, nous avons fait un voyage de la France à la Colombie. À cette époque-là, on a besoin de solutions pour les transports et dans les années 2000, 2002, 2003, quand on a fait appel à Poma, l'entreprise Poma en France, il y a la Medellín a une population de plus de 2000, presque 3000 habitants, avec une température de 22 degrés, une ville qui est entourée de montagnes, qui est située dans la vallée, avec donc une géographie tout à fait particulière et privilégiée, avec une ville si belle et qui pourtant a connu beaucoup de problèmes, à savoir notamment un accroissement urbain phénoménal qui n'a pas été planifié en amont, qui a été déroulé de manière spontanée.
Bien sûr, il a fallu trouver des solutions immédiates pour ces personnes qui venaient à la ville et qui étaient en réalité victimes de déplacements internes dus notamment aux conflits armés que nous avons souffert pendant des décennies. Donc, ces personnes-là arrivaient à la ville, ils construisaient leur ville, souvent sur des terrains non légalisés, et éloignés de tout type d'institutionnalité. Il s'agit donc d'un accroissement de la ville. L'interprète, désolé, la présentation coupe un petit peu. Il y a donc eu le besoin de créer des frontières imaginaires. Nous avions ici un cumul de problèmes, de dettes sociales avec ces communautés. Et nous sommes à cette époque-là en 2002. On vient de commencer un nouveau siècle, un nouveau millénaire. Et avec des modes de vie parfois qui dataient du 19e siècle, avec pas d'eau, pas d'accès à l'électricité, pas d'accès au transport public. Enfin, cette ville était énorme et pleine de problèmes. Et un de ces problèmes, entre autres, était qu'il n'y avait pas de moyen de communiquer entre les différents côtés de la vallée. Il y avait eu un métro qui allait du nord au sud et les personnes avaient bien des difficultés puisqu'elles descendaient travailler dans la vallée et devaient remonter à leurs habitats qui en général se trouvaient en hauteur. Il a donc s'agit d'essayer de maximiser cet usage des transports publics. Et à cette époque-là, le métro, eh bien, était devenu le symbole d'une ville avec une pédagogie qui avait été mise en place bien avant sa construction, qui était la culture qui tournait autour de ce métro. Et à cette époque, c'était quelque chose d'important. Mais il n'arrivait pas du tout à s'en sortir par rapport aux besoins des habitants. On a dû donc penser à un projet qui devait se faire par un système de câbles, le même système qu'on utilise dans les Alpes pour aller faire du ski. Nous, on ne connaît pas la neige, nous, ici. Et on pourrait penser qu'avec des cabines et des sièges, on pouvait rejoindre comme ça le métro. Eh bien, c'est une idée qui a paru folle au départ, surtout pour l'entreprise Poma. Ça a été un véritable défi technologique. Ça mériterait toute une discussion d'ingénierie, puisque voilà, je travaille dans l'ingénierie, mais j'ai longtemps fait des travaux en sciences sociales. Et donc, j'ai accompagné ma vision du projet. J'ai accompagné ce projet de ma vision sociologique. Cela représente donc un défi. On se demande à ce moment-là où construire ce système de téléphérique, comment. La population était très importante et se situait dans différentes zones à l'est de la ville. Et on parle ici d'un endroit où il y a à peu près 300 000 personnes qui vivent, mais dans des conditions extrêmes. Et on parle d'installations spontanées, je vous l'ai mentionné tout à l'heure.
pardon, avec aussi un conflit derrière et un besoin, et comme je l'ai rappelé, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des personnes qui ont subi des déplacements internes à cause de la situation de la guérilla. Il y avait beaucoup de dangers, beaucoup de personnes étaient armées autour. Il y avait des frontières qui avaient été établies qui n'avaient rien d'officiel et c'était donc compliqué de cohabiter puisque tout à coup, l'ambiance évidemment et la façon de vivre changeait. Ces territoires avaient donc une situation tout à fait complexe et cela signifie également que voilà, les jeunes, comme vous pouvez l'imaginer, étaient stigmatisés, avaient du mal à trouver du travail, ils étaient finalement confinés dans cet endroit de la ville sans avoir accès aux différents services. Il y avait très peu de possibilités. Tous ces conflits, comme je vous le disais, conflits de stigmatisation, de narcotrafic. Les jeunes faisaient partie de bandes différentes et les conditions de vie étaient d'une grande pauvreté. Voilà, donc une grande insécurité dans cette zone. Et on a enregistré environ 245 000 homicides à cette époque-là. Pour cette région particulière de la Colombie. Donc voilà, à chaque fois que quelqu'un allait en Colombie, on disait surtout n'allez pas à Medellín. Avec cette situation complexe, donc dans les années 2000, il y a eu une baisse évidemment, mais on est arrivé à environ 9 000 cas d'homicide. La question était donc la suivante, avec ce niveau de pauvreté, avec cette problématique sociale si fatale, avec cette problématique de sécurité si importante où l'État n'arrivait pas à pénétrer ces zones-là, avec une vision territoriale, une ségrégation qui s'exerçait, il y avait également, et tout simplement, une problématique de transport. Et puis le centre de la ville, et pour rejoindre cette zone-là, on pouvait mettre plus d'1 heure en véhicule, de manière improvisée, avec les moyens du bord, autrement dit, avec aucune garantie. Et c'était très compliqué. Bien sûr aussi de trouver une entreprise qui était à même et qui était capable de répondre à ces défis, notamment en matière d'assurance. Et la question est la suivante, comment est-ce qu'il a été possible que ce projet de transport se soit transformé en moteur de transformation sociale? Comment est-ce que ça se fait, ça? Parce que c'est réellement ce qui s'est passé. La mise en place de ce projet se traduit par une mise en place d'un travail collectif où la mairie de Medellín, l'emprise de services urbains, le métro de Medellín ont travaillé conjointement avec cette idée de prendre en compte les organisations sociales au niveau local. Le métro avait déjà cette expérience. Il savait qu'il fallait travailler avec les différentes communautés, qu'il y avait un travail de pédagogie à mener avec les communautés. Donc ça a donné une ouverture. Et grâce aux organisations sociales, ils sont devenus acteurs de cette transformation. Ils se sont rendus compte que
Voilà, c'était un travail collectif où chacun avait un rôle important à tenir, que chacun pouvait apporter sa pierre à l'édifice. Et tout ce projet m'a amené à découvrir ce territoire, le comprendre l'histoire de Medellín, la culture du territoire, de comprendre les conditions économiques qu'avait connues le territoire au niveau politique, au niveau sécurité, sur tout ce territoire. Et ça a été le début du projet, avec une participation sociale active. Il ne s'agissait pas simplement d'envoyer des formulaires à remplir avec des questionnaires, non. On a créé 4 tables de travail et chaque travail travaillait sur une des extensions. Et petit à petit, eh bien, cette participation sociale a pu se mettre en place. Et on a pu, comme ça, s'écouter les uns les autres, prendre confiance dans ce projet. Et moi, je me souviens très bien de ce moment en particulier. Et j'ai vu que cela pouvait générer, que cette confiance était là. Alors, c'était peut-être la première fois qu'ils ont réussi à s'asseoir tous autour de la même table pour réfléchir, pour penser quels sont les agents impliqués, quelles sont les parties prenantes, comment peut-on faire qu'ils s'approprient du projet et à ce moment-là, concevoir le projet et lancer le projet. Alors là, on a fait un travail très, très intense de socialisation du projet ou de diffusion du projet. On a travaillé, par exemple, avec les mères des familles. On a travaillé avec les hommes aussi. Et à ce moment-là, on a dit, on va transformer les câbles dans une question familiale, dans quelque chose sur laquelle on discute chez soi. Alors là, on a construit petit à petit cette confiance. À un moment donné, un ingénieur de Poma lui disait que quand ils sont arrivés ici, il pensait que ces projets étaient une folie, tout simplement. L'ingénieur, il nous disait, est-ce que vous avez de la neige là-bas ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi voulez-vous un système comme celui-ci? Ben non, il n'y a pas de la neige ici, c'est tout simplement pour transporter les gens. Et donc, ils sont venus, une fois qu'ils étaient là, ils ont pu constater à quel point il y avait une volonté énorme, il y avait une confiance énorme pour faire ce travail. Et alors là, ils sont tombés amoureux de ces territoires et ils ont donc assumé ces risques, ils ont relevé les défis de mener à bien ces projets. Alors là, l'importance de la confiance, de l'objectif commun. Cette initiative a également impulsé l'emploi et l'économie. Bien sûr, il y a eu beaucoup d'ateliers, de séances de pédagogie, mais surtout, on se concentrait sur la confiance, sur cette vie en commun, sur ces besoins de partage de projet. C'est un projet qui implique une transformation. On va au-delà de la technique et l'on commence à parler du vivre ensemble dans les territoires, de ces moments où c'est temps partagé avec les employés, les travailleurs. Et en même temps, les projets comprennent un autre élément qui est essentiel. Ces projets a dignifié, ces projets a fait plus beau les territoires, c'est-à-dire ce n'est pas un chantier comme ça pour tout simplement un service public qui n'est pas plus que ça. Non, on a bien réfléchi à propos de l'architecture des gares. Il y en a des gares qui ont des sortes de théâtres en plein air, d'autres qui ont des parcs pour les enfants. Donc, on a voulu apporter d'autres connotations, d'autres nuances
aux gares, même le sentier, les voies pour arriver aux gares. On a porté beaucoup d'attention à ces éléments pour embellir non seulement le projet, mais aussi tout l'entourage. C'est-à-dire, on est en train d'améliorer les territoires. Nous avons travaillé sur autour de 15 000 mètres carrés, donc c'est une intervention énorme. Et finalement, c'est un projet qui a été marqué par un autre élément clé qui est l'enchaînement de projets. C'est-à-dire, on voit comment les câbles, il n'est plus la fin du projet, mais c'est plutôt la stratégie. Alors, à travers les câbles, on peut arriver au territoire, on arrive au quartier, on arrive à des projets d'éducation. Donc, sur la photo, vous voyez une petite école qui a grandi, qui est devenue beaucoup plus grande, et vous allez la voir sur la photo suivante. Et là, vous voyez clairement la transformation. Donc, la photo, c'est du même endroit. Vous pouvez voir les quais, les trottoirs pour arriver à la gare. Par exemple, avant, dans cette zone, on ne se promenait pas. Donc, c'était impensable ça. Mais au fond, vous voyez qu'il y a un petit coin pour regarder la ville, un point panoramique. Et alors là, on est en train d'aborder d'autres projets, puisque notre mission était une mission de transformation du territoire. On peut aussi dire qu'il ne s'agit pas uniquement d'aborder la ville en tenant compte de conflits, mais on cherchait aussi les opportunités que l'on pouvait trouver dans cette mission. Alors là, nous avons adopté un regard très proactif, très positif, très optimiste pour véritablement imaginer la possibilité de faire autrement. Alors là, cet impact en termes d'urbanisme social, les résultats sont les suivants. Donc, il y a une capacité installée, une capacité pour le territoire. Mais il ne s'agit pas uniquement d'une réactivation de l'économie, mais cette capacité installée, elle est aussi en lien avec l'estime de soi par rapport au territoire, la confiance en soi pour être capable de faire des choses importantes, de grandes choses. Et là, on le fait avec ce travail d'équipe, avec l'entreprise publique, l'entreprise privée, les institutions, etc. Alors là, l'impact social est énorme. Et c'est toujours grâce à cet enchaînement de projets. Nous avons constaté une réactivation de l'économie, puis le lancement de petites entreprises, de petites initiatives commerciales. Nous avons assisté également à une réactivation de la culture, des équipements sportifs aussi. Donc, c'était des endroits qui n'étaient pas utilisés avant. Donc, c'était des surfaces plutôt vides, des espaces un peu abandonnés. Et là, ils sont devenus des espaces pour les vivre ensemble. Alors là, on parle d'une dynamisation sociale et économique. Et avant tout, un élément qui est absolument clé, c'est l'appropriation du projet. Donc là, on voit beaucoup de personnes qui veulent connaître ces projets, qui veulent connaître le câble. Donc, et c'est les habitants de ces zones qui se sont appropriés du projet. Donc, ils prennent soin de ces installations. Donc, parce que ce n'est pas un projet qui a été un cadeau de la mairie. Ben non, c'est un projet que nous avons construit ensemble avec toute la population. Et c'est pour ça que cette appropriation, elle est tellement réussie. Parce qu'on l'a fait ensemble. C'est pas quelque chose qu'on a fait pour nous. On a tous participé. Moi, je racontais à mes enfants comment on a réussi à faire les câbles, etc. Puis, l'amélioration de l'entourage, c'est extrêmement important. Donc, le trottoir pour marcher, pour se promener dans une zone où il n'y en avait pas avant. Nous avons un peu plus tard, en 2013, l'on commence le projet du câble.
en 2003, et puis en 2004, on finit la construction. Et là, nous avons assisté à un changement dans la mairie avec Sergio Fajardo, qui a parié également pour l'urbanisme social. Donc, ils ont même mis en place une stratégie d'urbanisme social qui est basée sur la réactivation économique et sociale, le dynamisme culturel et les espaces d'éducation. Et alors là, dans ces tissus urbains, les câbles arrivent et commencent à fonctionner en 2004 et l'on voit l'articulation d'autres projets pour les territoires, par exemple avec des bibliothèques absolument fantastiques que l'on a appelées les UBA. C'est des unités de vie, c'est des endroits qui étaient abandonnés ou des installations qui étaient abandonnées auparavant, mais là qui sont utilisées pour les sports, pour les arts ou pour tout simplement la rencontre sociale. Donc ça, on a dénommé tout ça, toutes ces dynamiques, l'urbanisme social, c'est-à-dire approcher ou aborder les espaces pour les vivre ensemble dans toutes les dimensions et surtout en connexion avec les dynamismes sociaux. Et ces projets ont été absolument essentiels. On a amélioré la qualité de vie des personnes, donc personne n'a plus honte de dire qu'il est de la région ou du district nord-oriental. Donc, quand on est fier, on peut même dire. Donc, depuis le centre-ville, les personnes qui nous visitent, elles n'ont plus peur. Et d'ailleurs, c'est un endroit qui est devenu même touristique. Donc, on monte la montagne et on trouve des gens du quartier qui nous racontent l'histoire du quartier. On voit les panoramas, on peut bien profiter du panorama qui est très beau. Et puis, on peut nous montrer les bibliothèques que l'on vient d'ouvrir dans cette zone qui est une zone très, très pauvre, mais qui a des excellentes bibliothèques. Alors là, on sent qu'il y a une différence, on sent une inspiration grâce aux livres, dans l'histoire. Et là, on voit de plus en plus d'expositions, de plus en plus d'événements d'art. Et là, on adopte une vision d'avenir plus orientée vers le tourisme. Et donc, on laisse un peu derrière cette période tellement difficile, cette période de violence. On commence à considérer cette période comme une période d'apprentissage. Et puis, on est devenu le protagoniste de la transformation de notre propre territoire. Alors là, c'est une expérience qui a beaucoup de valeur. Et encore un élément fondamental, c'est la récupération de la gouvernabilité. C'est-à-dire, à ce moment-là, dans notre territoire, les institutions jouent leur rôle. C'est clair qu'il reste encore certains problèmes, mais là, on n'est plus gouverné par des groupes violents ou par des groupes illégaux. Donc là, il y a les institutions. Et surtout, avant tout, on parle d'inclusion sociale. Ces frontières qui existaient avant, donc ces personnes qui ne trouvaient pas un emploi parce qu'elles étaient originaires de ces districts. Alors là, ça a changé grâce à cet énorme projet d'urbanisme social. Quand on regarde en arrière, moi je pense toujours à une réflexion que j'aime beaucoup. Un projet n'est pas un projet c'est une œuvre sociale. Et donc, la ligne K, vous voyez comment la cabine arrive à la gare. Vous pouvez voir tout le long du parcours, du trajet, elle est parfaitement intégrée dans un système intermodal. C'est beaucoup moins cher parce qu'on utilise plusieurs modes de transport, avec un seul billet. Alors, il y a cette intégration en termes de tarifs, mais aussi intégration physique, intégration de systèmes qui apporte
beaucoup d'efficacité en termes de mobilité urbaine, avec 45 000 passagers par jour, plus de 100 000 heures de fonctionnement, autour de 111 000 à l'heure actuelle. Et surtout, c'est un référent, c'est un exemple en termes de méthodologie des projets et c'est aussi un symbole de transformation urbaine dans la ville de Medellín. Donc, c'est un exemple, c'est un symbole de fierté et c'est une référence. Donc, partant de la méthodologie de construction de ce câble, nous sommes finalement arrivés à un exemple, à un grand exemple par rapport au projet. Est-ce que l'on veut gagner les prix des grandes institutions comme les biennales, etc., ou est-ce que l'on veut gagner de la qualité de vie pour nos territoires, pour nos habitants? Alors là, c'est une question clé. Voici la carte du transport par câble. Donc, la première ligne, elle est en verte, celle-ci, que vous voyez sur l'écran. Et puis, par la suite, la ligne jaune, qui a été construite en 2008. Puis, par la suite, nous avons la ligne bleue. Ça, c'est le trajet du métro. Et sur ce point, en vert, les tramways. Et alors là, on peut combiner les deux modes de transport. Et puis, même après les tramways, on peut prendre le câble dans la ligne 13 de novembre ou dans la ligne Las Torres. Donc, ces deux lignes qui sont issues de la stratégie d'urbanisme social et c'est comme ça que l'on intègre ces territoires avec un projet très similaire à celui de la ligne câble. Et puis par la suite, nous avons aussi les câbles Arvi. Pour le premier câble que l'on a fait, donc on regardait la montagne, on s'est dit c'est bon, il y a une réserve naturelle. Est-ce que l'on pourrait peut-être amener les câbles jusqu'à cette réserve naturelle et alors là, créer un espace ou une dimension plutôt touristique. Et puis, la dernière ligne en rouge qui s'appelle El Progreso ou bien les câbles du Picacho. Bon, donc après cette première partie, je vous invite donc à avancer dans le temps. Donc, on a déjà pu connaître qu'est-ce qu'il en a fait en 2004, tous les apprentissages que nous avons tirés de cette expérience. Et là, on arrive en 2013. L'année 2013, pour nous, en tant que POMA, elle est très importante parce qu'on va inaugurer POMA Colombie. Et quand on crée POMA Colombie, bon, on s'est dit, bon, qu'est-ce que c'est que ça de créer une filiale? Est-ce qu'on arrive avec nos équipements, avec nos machines, avec toutes nos installations? Comment ça s'est fait d'arriver à un territoire? Et bon, alors là, on a tiré profit de ces apprentissages, c'est-à-dire nous ne sommes plus une entreprise d'ingénierie, nous ne sommes plus une entreprise des câbles, nous sommes une entreprise avec une responsabilité sociale, c'est-à-dire nous avons déjà vécu une expérience qui a été très intense et qui nous a appris plein de choses. Alors là, on voulait continuer dans cette même ligne. Donc, le monde change aussi et nous assistons à la nouvelle agenda Habitat 3, c'est l'agenda urbain qui appelle les entreprises à créer des innovations pour répondre aux défis du développement urbain durable. Donc, l'objectif de la mobilité durable est de créer un accès universel au transport qui soit sûr, propre et accessible et qui facilite l'accès à des opportunités de services. Donc, la mobilité durable est un besoin, mais elle est aussi un défi. Et donc, chez nous, chez POMA, nous sommes une entreprise de transport, mais nous travaillons aussi dans le domaine de la mobilité. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, à un moment donné, il y a une demande de transport et on peut répondre à cette demande à travers des équipements, à travers les voyages, par les mouvements, les moyens de déplacement. Ça, c'est le transport. Mais quand on parle de la mobilité, il faut se poser d'autres questions. Donc, c'est qui
qui fait ces voyages. Alors là, on va penser plutôt au sujet, aux personnes qui utilisent ces équipements, quels sont les besoins de ces personnes, comment elles se déplacent et quel est son objectif dans ces déplacements. Alors là, on parle de mobilité. Et il faut s'engager pour la mobilité parce que nous sommes une entreprise de transport qui génère de la mobilité. Et pour ce faire, pour s'intégrer à cette nouvelle vision qui exige le temps actuel, alors là, on envisage aussi les objectifs de développement durable. Et nous avons décidé qu'il fallait approfondir chez Poma dans la gestion sociale. Les résultats, c'est en lien avec cette première expérience en 2004 et nous sommes très fiers puisque c'est un système qui suppose un tournant en fait dans notre apprentissage et alors là qui nous amène aussi à avoir un engagement social plus fort. En même temps, de cette entreprise locale, nous passons à une demande locale qui nous parle d'un impact particulier et qui nous exige d'envisager les objectifs de développement durable. Et répondre aux demandes à un niveau global pour les entreprises. Je vous l'ai dit, ça a été un apprentissage, évidemment. Il s'est agi d'observer. Et nous sommes inspirés de 4 objectifs. Et par nature, parce que nous sommes une entreprise, nous avons respecté ces 4 engagements, l'action pour le climat, des communautés de villes durables et évidemment sur le plan de l'industrie. Nous avons bien sûr une grande participation des femmes également. C'est un des objectifs que nous souhaitons poursuivre et qui part toujours de ce principe d'action sociale. En ayant donc ce cadre, cette source d'inspiration, on est parti de cet engagement en gestion sociale qui partait directive de l'entreprise. Il fallait être convaincu que cela était important. Tous les ingénieurs de l'entreprise, les mécaniciens, les électriciens, tout le monde a compris que la question sociale faisait partie de l'ADN de l'entreprise. Et pour cela, nous avons assumé une co-responsabilité dans un système interconnecté pour générer de la mobilité efficace, digne et humanisée. Il ne s'agit pas seulement de construire un câble, mais de comprendre l'impact que cela aurait sur les communautés. En deuxième lieu, un objectif qui visait à la gestion sociale, intégrer la connaissance et la gestion sociale et l'intégrer pour atteindre nos objectifs de durabilité, apporter une solution. Et nous avions un autre objectif, une raison d'être avec diverses communautés, parce que le câble s'étendait jusqu'à des communautés autochtones dans différents contextes. Les choses étaient différentes d'un quartier à l'autre. Et au niveau de l'ingénierie, nous avons dû penser à quelque chose d'humain et de durable. Et au final, eh bien, ça s'est reflété par un modèle de gestion sociale. Comment est-ce que nous allons construire, pour quelles personnes? Et nous avons travaillé autour de la table et nous avons compris à quel point c'était fondamental. Nous nous sommes projetés du début du projet
Et bien sûr, nous avons discuté de ce projet avec le client, de la gestion sociale. Nous avons apporté une notion d'inclusion sociale et de développement intégral des communautés. Nous n'étions pas la solution à 100%, bien sûr. Mais nous souhaitions transmettre cette expérience. Vous savez, en Amérique latine, il y a beaucoup de contextes qui sont similaires. Et nous avons souhaité que ce projet suive cette méthodologie qui s'est mise en œuvre et de quelle façon elle pouvait se transférer, se traduire dans d'autres territoires. Nous savions que nous pouvions nous appuyer sur cette méthodologie qui pouvait répondre aux attentes sociales. En troisième lieu, nous avons agi de façon co-responsable avec le territoire. Nous sommes des visiteurs. Nous vous souhaitions faire partie du territoire. Nous étions enclins à connaître la population, à savoir à qui nous nous adressions, quel était le réseau social, à qui m'adresser lorsque j'avais une préoccupation. Nous sommes donc devenus des voisins. Nous avons pu en apprendre beaucoup et ça, c'était important d'être présent. Le quatrième point, créer des espaces d'interaction et de socialisation avec la communauté, qu'elle nous connaisse, qu'elle sache qui était l'entreprise Poma, écouter les préoccupations des personnes dans le cadre de ce type de projet. Par exemple, on nous demandait pourquoi est-ce que ce poteau d'eau il est un peu incliné, est-ce qu'il ne va pas tomber, par exemple, et ça va nous expulser du territoire. Voilà. Il s'agissait donc de rassurer et d'avoir un dialogue et de pouvoir répondre à toutes leurs questions. Promouvoir les actions d'intégration et ça, encore une fois, ça fait partie des objectifs. Nous croyons à l'intégration. On est persuadés que nous en avons appris beaucoup sur ce fonctionnement collectif. Nous savions qu'il fallait participer aux communautés. Il ne s'agissait pas, il s'agissait de partager cette conviction avec des projets durables en harmonie avec la nature, la question de la durabilité environnementale, y compris d'un point de vue pédagogique. Quelques personnes, certains d'entre vous connaissent la ville et c'est le système de transport le plus propre. Vous savez, à Medellín, le câble, le métro, voilà, ce sont des systèmes propres qui ont suivi une pédagogie bien particulière, une pédagogie environnementale. Il s'agissait d'apprendre aussi à ne pas gâcher, à ne pas gaspiller. Et pour conclure la présentation, je souhaitais vous parler de certains aspects clés de ce projet. D'abord, observer, écouter pour interpréter les projets sur le territoire. Il ne s'agissait pas d'arriver avec les plans et l'argent, les financements du projet. Non, il fallait en faire plus. Il fallait sortir des sentiers battus et créer une nouvelle méthodologie de travail, de projet, comprendre et interpréter les territoires. Et de cette façon-là, nous étions à même de parler d'urbanisation sociale et de durabilité. Ce n'était pas une discussion entre des experts dans un bureau. C'était une interaction permanente avec beaucoup de respect, avec de l'écoute et de compréhension des besoins des communautés. Nous sommes donc sortis des modèles traditionnels, comme je vous l'ai dit auparavant.
Et c'est de ça qu'il s'agissait, sortir des espaces conventionnels. Le directeur du projet était presque un dieu, les autres, avant les autres, décidaient de tout. Et là, nous souhaitions vraiment travailler de manière collective, repenser les choses, repenser les projets. Et cela est intervenu au début du projet. Cet aspect social, cet aspect environnemental ne pouvait plus être mis de côté. Le discours que l'on fait pour obtenir des financements, ce joli discours, bien souvent, ne se traduit pas de façon pratique sur le plan social en général. Ça se traduit souvent par quelque chose d'artificiel, sans véritable interaction. Nous avons donc voulu nous éloigner des modèles traditionnels et je crois que nous avons réussi à créer quelque chose de nouveau. Cette histoire de projet, nous-mêmes, au sein de POMA, eh bien, nous avons parlé les uns avec les autres pour chacun des projets. Et pour cela, nous avons parlé de coordination de toutes les parties intéressées. Le social n'est pas quelque chose qui se fait à la dernière minute, au moment de l'inauguration, non. Voilà, aller faire un speech devant une école. Ici, bien souvent, il y a des questions qui restent sans réponse. Non, non, l'aspect social devait être présent depuis la phase préliminaire, au moment de l'exécution et également au moment de la livraison. Il fallait également établir des alliances en jouant collectif. Le projet n'était pas seulement le projet de la mairie, ça a été le projet de l'EDU, du métro, de la communauté. Et aujourd'hui, moi, je dirais que le projet était de tous les citoyens. Et nous sommes fiers. Je suis fière. Je veux dire, vous m'écoutez moi aujourd'hui, mais je crois que tout le monde pourrait vous dire à quel point il est fier de ce projet et que c'est un projet efficace. Même si je ne vis pas là-bas, je me suis sentie partie intégrante de ce territoire. Encore une fois, ce n'était pas un travail individuel. Encore une fois, il fallait privilégier l'action collective et collégiale pour arriver et parvenir à ce succès. Et je souhaiterais conclure avec une phrase qui me semble une vraie source d'inspiration. Malheureusement, l'interprète n'a pas entendu cette belle phrase de façon intelligible. Il faut donc observer toutes les composantes. On ne peut pas apporter une solution si on ne conçoit pas le projet dans sa globalité en prenant en compte la dette sociale. Et de ce fait, la formation a été beaucoup plus grande que celle de la durée du projet. Nous sommes partis encore une fois de la conception du projet et tout ce qui s'est fait en amont, durant et après a eu des répercussions sociales. Il fallait penser à une société, à une communauté, à un territoire, la bonne volonté de la mairie, des ingénieurs, de l'académie. Je ne veux pas mettre de côté le monde académique qui était également important. Ici, vous pouvez voir sur le graphique, vous pouvez voir les différents acteurs, l'entreprise, les clients, les agences de financement, le territoire, les communautés, tout le monde a fait partie du projet. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. Et je vous remercie de votre attention. Olga, muchas gracias.
Olga, merci beaucoup. Espero que me escuchen. Sí, muchas gracias por tu presentación. Ha sido Merci muy beaucoup. interesante. C'était très De hecho, intéressant. estás aquí con un público de, pues hay muchos ingenieros. Vous êtes ici avec un public essentiellement constitué d'ingénieurs, donc ils sont consacrés à la partie technique, qui est très important. Et moi, j'aime beaucoup cette idée que tu as soulignée, là, cette idée du social. On ne doit pas le négliger. Souvent, ce n'est pas assez pris en compte. Et véritablement, nous nous rendons compte ici, dans le cas de Poma à Medellín, bien que ça a été un facteur clé. C'était bien de faire en sorte que les gens puissent s'approprier ces outils. Yo que conozco a Medellín, he visto, es muy... Moi, je connais cette ville de Medellín. Et quand j'en discute avec eux, eh bien, vraiment, tous me disent sans conteste, il y a eu un avant et un après ce projet. Et c'était impossible avant d'imaginer se promener dans ces quartiers. C'était beaucoup trop dangereux. Et maintenant, je connais une personne qui n'est pas allée je connais pas une personne qui va en Colombie sans aller à Medellín. Quand on se rend à Medellín, c'est une des choses que l'on souhaite faire. Et bien sûr, c'est également tout à fait démocratique puisque c'est accessible à la majorité. Les prix sont tout à fait démocratiques. Et on se rend compte, évidemment, on peut se rendre compte de la transformation qu'a subi cette ville. Il y a eu un développement. On sait très bien qu'au niveau de la démographie, c'est une situation qui a changé du tout au tout de façon brutale. Et l'État, la société a été invitée à participer. Je crois que nous allons avoir beaucoup de questions. Je vais moi-même me charger de la première. Il y a quelqu'un qui demande si pour Poma, quelle a été la part de la partie technique? Qu'est-ce qui était le plus important, la partie sociale ou la partie technique? Je crois qu'à l'époque, Poma se concentrait sur ce qui était son expertise, c'est-à-dire la partie technique. Quand ils nous ont appelés, ils les ont invités. Ils étaient tout à fait étrangers à cette thématique sociale. Bien sûr, ils étaient au courant de la crise politique, mais ils n'étaient pas familiers avec les détails et c'était une situation tout à fait particulière. Il a fallu établir un diagnostic social et je souhaitais bien sûr dire qu'il s'agit de Poma France en 2013. C'est le moment où la filiale est en train de se créer. Mais je crois qu'à l'époque, ils se sont rendus compte du défi que cela représentait pour le territoire. Mais je crois que le véritable défi, pour moi, ça restait quand même la partie d'ingénierie. Et je souhaitais également inviter notre audience à poser ses questions sur le chat, s'ils le souhaitent. Continuons à parler de la Colombie. Pourquoi est-ce que le projet de Bogota, par exemple, de métro, ne s'est pas concrétisé? Comment est-ce qu'on peut expliquer les succès? C'est une grande thématique. C'est parfois devenu une blague, cette histoire du métro de Bogota. Je crois que le plus important, finalement, dans tous ces projets, c'est l'aspect social. Et ça doit se faire bien avant le travail de l'ingénierie. Et un des défis prépondérants, eh bien, elle s'est posée au moment du début du projet. Il y avait ces questions de terres non légalisées et pas de documents de propriété. Et véritablement,
Le travail de la mairie à cette époque, ça a été de légaliser tous ces terrains pour pouvoir se rendre compte des terres qu'il fallait acheter pour pouvoir développer ce projet. Il y a eu de multiples études qui ont été réalisées et je crois que je n'ai pas les détails sur la manière dont ça s'est passé à Bogota. J'ai pu être en lien avec d'autres projets dans d'autres villes. Et bien souvent, la population est au courant du projet une fois que le projet est en cours, sur le point de commencer, ou tout à coup on annonce à quelqu'un qu'on va devoir qu'il va devoir vendre son commerce ou qu'il va devoir déménager. Et ça c'est insupportable. Ça, c'est un point essentiel de tous ces projets. Une autre question, et je la poserai plus tard, du point de vue de Poma. Quelle a été la première réaction? Toi, tu travaillais déjà avec eux quand ces personnes de Medellín disaient, voilà, on veut faire un métro par câble. Et Poma était habitué à ce genre de système, à la construction de ces systèmes avec à but récréatif ou touristique. Comment ça s'est passé avec Poma quand ils se sont rendus compte que le contexte de Medellín était totalement différent de celui des Alpes? Bon, c'est vrai que je participais à ces projets, mais je ne travaillais pas pour Poma à ces moments-là. Je travaillais seulement sur les volets sociaux du projet à travers une autre société qui a été créée, une union temporaire d'entreprises entre Poma, puis l'œuvre sociale, disons, ou l'action sociale et les métros de Medellín. Donc, mais en tout cas, d'autres collègues m'ont dit que c'était véritablement un projet trop complexe. Il y avait plein de villes de l'Amérique du Sud qui appelaient avec la même idée. Et donc, il y en a qui leur disaient, bon, non, mais c'est pas possible. Ça, c'est tout simplement un système pour ces territoires, mais tout le monde qui insistait, donc, et qui leur demandait de venir, donc, qui leur assurait que c'était possible, etc. Donc, il y en a qui disaient qu'il y avait des systèmes de neige en Argentine, au Chili. Et moi, je visite ces projets. Et donc, il y en a qui me disaient, bon, dès que je passe par Medellín, donc je vais y aller, on va en parler maintenant. Parce que tout le monde était convaincu que véritablement, c'était quelque chose de possible. Et bon, pour moi, elle dit, bon, ça y est, on y va. Mais bon, je pense que ça mérite à notre séminaire entre ingénieurs, en fait, parce que le fait de passer d'un système de transport par câble destiné au tourisme et les transformer dans un système de transport par câble massif qui est articulé avec les métros. Donc, ça a été très, très dur pour les ingénieurs. En fait, il y a eu plein de difficultés, plein d'apprentissages, surtout en termes de développement mécanique aussi. Ouais, c'est parfait parce que là, je fais le lien avec la question suivante. Donc, quel est le rôle des organismes du gouvernement dans les cadres de vos projets? Bon, à Medellín, donc les entités ou les établissements du gouvernement sont les financeurs. Ici, nous avons un cadre ou un plan recteur, un plan directeur pour le projet de la ville et chaque mairie, elle conçoit un projet, puis elle cherche les financements. Elle intervient à ce niveau-là, les institutions. Mais après, c'est une ville où nous avons appris qu'il faut travailler de manière intégrée, articulée, de manière très connectée. C'est l'un des apprentissages les plus importants de notre ville, de notre histoire. Donc, toujours travailler en articulation. Alors là, la mairie, elle va au-delà du financement. Donc, elle visite le projet et elle accompagne tout le développement du projet, en fait. Parfait. Je voulais te poser une autre question
Donc, côté POMA, le fait de créer, de construire un câble urbain en Amérique latine, en Colombie, donc est-ce que ceci a supposé la création d'une nouvelle opportunité de marché pour POMA? C'est-à-dire c'est un tournant aussi pour POMA après les câbles de Medellín? Ben oui, tout à fait. Ces projets ont gagné des prix. Enfin, la ville de Medellín a gagné des prix en tant que ville innovatrice et le projet de POMA fait partie de cette innovation. Donc, il y a une partie du mérite qui correspond à POMA. D'autant plus aujourd'hui, avec tous les questionnements, avec tous les défis qui supposent les questions environnementales. Et à ce moment-là, il y a énormément d'indicateurs concernant les accidents, par exemple, même des indicateurs liés à la santé par rapport aux effets de moyens de transport sur la santé. Et alors là, les transports urbains par câble nous offrent une opportunité d'avoir un mode de transport avec un impact sur l'environnement qui est beaucoup plus réduit. C'est un système qui est pratiquement vert. Mais bon, on est dans une étape encore très initiale. Donc, on vient de commencer, mais je pense que c'est quand même une possibilité prometteuse. Le câble nous permet de bien connaître en profondeur la ville. Moi, je lis la ville depuis les câbles. Moi, je peux voir quelle est la situation de mon quartier, de mon district. Donc, je vois les petits cours d'eau. Je peux voir s'il y a des ordures à un endroit ou à un autre. Donc, c'est un outil pour s'approprier de la ville, en fait. Quand je me déplace en câble, je trouve toujours quelque chose qui attire mon attention, peut-être un beau coucher de soleil ou un arbre qui a grandi. Donc, c'est très beau, c'est très différent. L'expérience par rapport au déplacement en voiture ou en car, elle est absolument différente. Donc, on se déplace assis dans la cabine, on peut regarder l'horizon. C'est très beau, en fait. Il me semble que comme moyen de transport pour le développement urbain et comme ligne d'affaires pour notre société, pour moi, c'est vraiment très positif. Alors, je vois que les déplacements en métro câblé sont absolument différents par rapport aux déplacements en métro. Donc, on est à l'opposé, en fait. On n'est pas au sous-sol, mais on est en dehors. Et Santiago? À l'extérieur. Donc, Santiago voulait te poser une question. Comment mesurer l'impact social du projet avant, pendant et après l'exécution? Bon, nous avons constaté une réduction des cas d'homicide. C'est aussi c'est un indicateur de gouvernabilité parce qu'avant, on n'arrivait même pas à ces endroits. Mais actuellement, il existe même une banque, par exemple, une succursale bancaire. Ça, c'était quelque chose d'impossible avant. Et puis, nous avons des visiteurs, nous avons des touristes dans la zone. Donc, c'est une réalité que l'on peut mesurer, que l'on peut constater. C'est une transformation du territoire. Et là, avec les câbles du Picacho, donc ces deux montagnes qui sont l'une en face de l'autre, et aujourd'hui, on peut passer de cet endroit, de cette zone de la ville, prendre un câble et traverser toute la ville, donc, et passer d'un côté à l'autre. Donc, avant, pour ce faire, il fallait 2 heures, donc il fallait descendre jusqu'en centre-ville et puis prendre une autre ligne différente. Et là, c'est plus nécessaire. Donc, les indicateurs sont très positifs. Donc, réactivation économique, plus d'équipements, des équipements pour les vivre ensemble, pour l'utilisation communale, disons, donc des équipements culturels, d'éducation. Je le disais avant, donc le câble n'a pas été la fin ou l'objectif. Le câble a été la stratégie.
Et donc, c'est une stratégie qui a abouti à un processus de transformation sociale et qui s'est basé sur la culture, sur l'éducation et la transformation sociale. Nous avons une autre question de Adrien qui veut savoir comment gérer la violence du territoire pour que ceci soit bien accepté du point de vue social et pour que ces personnes changent leur manière de penser ou leur manière d'agir. Bon, la question de la violence est toujours une question forte dans les territoires. Et pour nous, après les projets de la ligne K, nous avons fait un autre projet qui était aussi très difficile, la ligne H, qui se situe dans les montagnes aussi avec une situation sociale complexe, avec de confrontations avec des groupes de paramilitaires. Peut-être que vous connaissez des documentaires, donc il y en a des Français qui sont venus, qui m'ont dit une fois, je monte pas à la montagne parce que j'ai vu un documentaire, je ne veux pas me faire tuer. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous avons commencé à travailler dans un territoire, mais nous ne sommes pas arrivés avec l'armée, nous ne sommes pas arrivés avec des entreprises privées de sécurité, nous sommes entrés avec la communauté, avec les agents sociaux. Parce que peut-être que vous êtes quelqu'un qui est habitué aux armes, mais vous êtes aussi quelqu'un qui a une famille, qui connaît les territoires, qui vit dans les territoires. Et à ce moment-là, nous avons décidé de faire du câble une question de famille aussi, c'est-à-dire de donner une légitimation au câble chez les familles, chez le foyer. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui fait partie d'un groupe armé, mais après, il y a son oncle qui travaille dans le projet, ou il y a son petit frère qui utilise le câble. Et alors là, avec cette stratégie, toujours aux côtés des agents sociaux du territoire, c'est ce qui nous a permis d'arriver au territoire, d'y entrer, puisque toute la population est touchée d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est vrai que le contexte est marqué par cette tragédie de la violence, mais après, les personnes, c'est des personnes qui font leur vie normale, quoi. C'est des personnes qui font partie d'un groupe de théâtre, c'est des personnes qui étudient, c'est des papas, c'est des mamans. Donc, c'est comme ça que nous arrivons au territoire. C'est notre stratégie. Nous ne décidons pas de dire, bon, on va se protéger face à cette insécurité. Donc, je pense que c'est une stratégie qui a bien marché. Parfait. Encore une question, la question de Juliana, un séminaire très intéressant, donc merci beaucoup pour cet espace. J'aimerais bien savoir quels pensez-vous que sont les facteurs de succès d'un projet d'urbanisme social et dans le cas de Medellín, à partir de quel moment vous avez vu ces facteurs, vous avez pu constater ces facteurs après l'implémentation. Voilà, donc ce qui est important d'un côté, c'est d'aborder les projets en tant qu'action collective et non pas comme une action isolée. C'est une action collective, toujours avec la participation de beaucoup d'acteurs différents, beaucoup d'agents, des personnes qui habitent sur le territoire, mais aussi les agents sociaux, les ONG, etc. Et c'est une bonne socialisation du projet. C'est un processus permanent. Ce n'est pas quelque chose de ponctuel. Donc, et cet aspect social, cette dimension sociale, elle est présente depuis le début, depuis la conception du projet. Et puis, l'engagement des cadres, de responsables du projet. C'est important aussi. Donc, parfois, l'agent social est très seul, disons, donc un peu isolé, donc et il n'est pas en contact avec le responsable, avec la direction du projet. Donc, et alors là, ça devient quelque chose d'ajouté. Et non, il faut qu'il y ait une communication permanente. Il faut savoir aussi qu'il y a des moments difficiles, que chaque projet est différent. Mais l'acteur social ne peut pas être là uniquement pour les moments de crise.
C'est-à-dire, on commence les projets avancent, et puis au moment où la communauté n'est pas contente, alors là, on appelle l'agent social. Non, on ne doit pas faire ça. On doit l'intégrer depuis le début. Et ces facteurs de participation, de socialisation, ce travail en équipe, cette appréciation du territoire, c'est des aspects clés. Merci beaucoup, Olga. Il me semble qu'il n'y a plus de questions, donc on va mettre fin à la conférence. Mais je voulais quand même te poser une question encore. Chez vous, chez le groupe POMA ou chez POMA Colombie, est-ce que vous recevez des étudiants à un stage? Parce que je pense que beaucoup de participants, beaucoup des assistants du public, c'est des étudiants. Donc, du coup, peut-être qu'ils peuvent être intéressés à participer dans vos projets. Oui, effectivement. Donc, notre gérant actuel, il a commencé son parcours chez POMA en tant que stagiaire. Donc, oui, nous avons de belles expériences d'étudiants en stage. Donc, nous avons 20 filiales chez POMA, dont POMA Colombie. Et alors là, bien sûr, donc, nous allons toujours donner l'opportunité aux étudiants. Elles sont les bienvenus. Donc, absolument. Nous savons que l'Amérique latine est dans une période très forte, très particulière de participation, de réactivation. Donc, on voit qu'il y a énormément d'opportunités. Nos projets, on les fait surtout avec les secteurs publics, avec les gouvernements. Parfois, les gouvernements à un moment donné, ils ont eu peur du point de vue économique, mais là, c'est le moment de la réactivation. Et donc, chez nous, on va toujours être très content de recevoir des étudiants. Pour nous, il ne s'agit pas uniquement d'un échange commercial, c'est aussi un échange interculturel. C'est des expériences qui nous enrichissent énormément. Donc, la France nous a amené l'ingénierie des câbles. Et donc, après nous, en échange, on a amené d'autres utilisations du câble de la Colombie à la France. Et donc, c'est des échanges qui sont absolument nécessaires, très intéressants. Et donc, on est très content de recevoir des étudiants. Parfait, Olga. Donc, merci beaucoup. On va finir cette conférence. Je te remercie pour cette présentation. J'invite les assistants du public à connaître les câbles de Medellín, puisque c'est un véritable exemple, c'est un référent. C'est un cas de transformation urbaine qui est excellent. Donc, merci encore. Merci pour cette très intéressante présentation. Je profite aussi pour féliciter les interprètes qui ont fait possible d'avoir une audience plus ouverte, plus diverse. Donc, merci à elles. Et je te laisse conclure. Si tu veux dire un mot, donc, au nom de notre institution, encore merci. Non, c'est tout. En fait, merci pour cette invitation. Merci à vous de nous donner cette opportunité dans l'espace universitaire pour partager nos expériences. Merci à tous les participants, à toute l'audience. Et vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux. Vous pouvez trouver des informations supplémentaires sur les projets. Donc, merci Alexis, merci aux interprètes. Et voilà, et bonne soirée pour tout le monde en France. Merci Olga. À bientôt. Et on t'attend ici. Tu es toujours la bienvenue chez nous.